Papa a dit que son fils n'est qu'un bâtard dans la famille. Le rire aigu de mon neveu de 9 ans a tranché l'air de la salle à manger comme une lame, suivi par les rires approbateurs des adultes autour de la table de Noël. Je tenais ma fourchette à mi-chemin de ma bouche lorsque ces mots m'ont frappé en plein cœur comme un coup de poing. Mon fils de 8 ans, Tyler, a arrêté de mâcher et m'a regardé avec ses grands yeux confus qu'il a hérités de sa mère. La même expression qu'elle avait lorsqu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient cruels sans raison. « C'est vrai, oncle Matt ?» a demandé Tyler à voix basse, sa voix à peine audible au milieu des rires qui continuaient de résonner dans la pièce. J'ai regardé autour de la table. Mon frère Kevin souriait fièrement à son fils, comme s'il venait de réciter un poème. Ma belle-sœur Jennifer se couvrait la bouche, faisant semblant de cacher son rire. Mes parents continuaient à manger comme si de rien n'était, évitant complètement mon regard. Personne n'a corrigé l'enfant. Personne n'a dit un mot. Je m'appelle Matt et, à 32 ans, j'ai découvert que la famille que je soutenais financièrement depuis 3 ans considérait mon fils comme un poids mort dans l'arbre généalogique. Depuis que ma femme Sarah est décédée dans un accident de voiture, je suis devenu la banque personnelle de la famille. J'ai payé l'hypothèque de mes parents lorsque mon père a perdu son emploi. J'ai pris en charge les frais de scolarité de mon neveu dans une école privée, lorsque Kevin a été licencié de sa 3e entreprise en 2 ans. J'ai financé les urgences constantes de Jennifer, qui avait un talent particulier pour transformer ses désirs en besoins urgents. Il m'appelait en pleurant, en suppliant, en promettant que c'était la dernière fois. Et je payais toujours, parce que c'était la famille. Parce que Tyler avait besoin de cousins, de grands-parents, d'un réseau de soutien après avoir perdu sa mère si jeune. Mais maintenant, assis à cette table décorée de serviettes rouges et de compositions florales ou qui coûtait probablement plus cher que mon loyer, je comprenais enfin ma place dans cette famille. J'étais le pourvoyeur invisible. L'oncle idiot qui payait les factures et disparaissait discrètement lorsqu'il n'était plus nécessaire. Et mon fils? Eh bien, apparemment, il n'était que le bâtard que j'avais amené pour gâcher leur Noël parfait. Tyler, finis ton assiette, murmurai-je en posant ma main sur son épaule. On part dans 5 minutes. Kevin finit par arrêter de rire. Allez, Matt. C'était juste une blague. Tu as toujours été trop sensible. Trop sensible. Comme si j'étais le problème parce que je ne trouvais pas drôle qu'un enfant de 9 ans humilie mon fils orphelin devant toute la famille. J'ai pris le manteau de Tyler sur le dossier de la chaise et je l'ai aidé à l'enfiler. Ses mains tremblaient un peu, mais il n'a pas pleuré. Mon garçon fort, essayant toujours de ne pas montrer quand les mots faisaient mal. Sérieusement, Matt, a dit Jennifer en essuyant les larmes de rire qui coulaient de ses yeux. Tu vas vraiment partir à cause de ça? C'est Noël. Je l'ai regardé, puis Kevin, puis mes parents qui ont enfin levé les yeux de leurs assiettes. 3 générations de personnes que je maintenais financièrement stables, me regardant comme si j'étais le fou dans cette situation. Oui, ai-je répondu en prenant la main de Tyler. C'est Noël. Nous avons marché jusqu'à la porte sans dire au revoir. Personne ne nous a suivis. Personne n'a essayé de s'excuser. Je pouvais entendre la conversation revenir à la normale avant même que nous ayons fermé la porte derrière nous. Dans la voiture, Tyler est resté silencieux pendant quelques pâtés de maison. Puis il a demandé « Papa, c'est quoi un bâtard ?» Je me suis arrêté au feu rouge et j'ai pris une profonde inspiration. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que la famille qui était censée l'aimer le considérait comme un fardeau? Comment lui dire que l'argent que je leur donnais chaque mois ne semblait pas suffire à acheter le respect élémentaire? C'est un mot que les gens utilisent quand ils veulent blesser les autres, lui ai-je expliqué. Et ça n'a rien à voir avec toi, mon champion. Rien du tout. Il a acquiescé, satisfait de cette réponse simple. Mais je savais que cette question innocente avait semé un doute qui grandirait avec le temps. Une blessure qui n'aurait pas dû exister. Alors que je roulais dans les rues illuminées par les décorations de Noël, un sentiment étrange a commencé à envahir ma poitrine. Ce n'était ni de la tristesse ni de la colère, comme je m'y attendais. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Du soulagement. Parce que j'avais enfin vu le masque tomber. Je savais enfin exactement où j'en étais. Et si vous vous demandez comment cette histoire d'humiliation s'est transformée en la plus grande leçon de vie que ma famille ait jamais reçue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a complètement changé qui avait le contrôle dans cette dynamique familiale. Mon téléphone a sonné alors que nous arrivions à la maison. C'était un message de papa. N'oublie pas de transférer l'argent pour l'hypothèque demain. La première échéance de l'année est lundi. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis j'ai tapé ma réponse, on verra. Il ne le savait pas encore, mais la banque personnelle de la famille venait de déclarer faillite. Ce message de mon père restait affiché sur l'écran de mon téléphone pendant que je préparais le chocolat chaud pour Tyler.
N'oublie pas de transférer l'argent de l'hypothèque demain. Comme si j'étais un distributeur automatique programmé pour distribuer de l'argent sur simple demande. Pendant 3 ans, depuis la mort de Sarah, je suis devenu le sauveur financier de cette famille dysfonctionnelle. Cela a commencé petit, comme toujours. Une urgence ici, une difficulté là. Papa a perdu son emploi à 58 ans et, soudain, l'hypothèque de la maison où j'ai grandi était menacée. C'est juste le temps que je me remette sur pied, mon fils, m'a-t-il dit à l'époque, avec cette voix brisée qui m'a rappelé quand j'étais enfant et qu'il semblait invincible. Alors j'ai payé 550 $ par mois, tous les mois, pendant 2 ans. Même si cela signifiait que Tyler et moi mangions des macaronis au fromage 5 soirs par semaine. Puis vint Kevin, mon frère aîné, qui a toujours eu le don de transformer les opportunités en désastres. Il a perdu son emploi chez le concessionnaire parce qu'il s'était endormi dans l'entrepôt. Jennifer était enceinte de leur 2e enfant et il ne pouvait pas payer l'école privée de mon neveu. Matt, tu sais que l'éducation est primordiale, m'a supplié Jennifer, les larmes aux yeux. Nous ne pouvons pas le laisser dans une école publique. Tu comprends, n'est-ce pas? Après tout ce que tu as vécu avec Tyler. La comparaison était subtile, mais mortelle. Elle insinuait que moi, veuf inexpérimenté, je comprendrais certainement l'importance de donner le meilleur à ses enfants. J'ai signé un chèque de 1200 $ le jour même. C'était il y a 8 mois. Depuis, urgence temporaire, s'est transformée en mensualité fixe. Et Jennifer? Eh bien, Jennifer avait un talent particulier pour trouver des urgences. La voiture tombait toujours en panne la veille de la date d'échéance de la carte de crédit. La machine à laver explosait mystérieusement lorsqu'elle voulait rénover la cuisine. La climatisation tombait en panne juste au moment où elle décidait que la famille méritait des vacances. « Tu ne croiras pas la malchance que nous avons », disait-elle, avec cette voix douce que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une nouvelle demande d'argent. Et je payais toujours. Parce que c'était la famille. Parce que Tyler avait besoin de cousins. Parce que je me sentais coupable d'avoir une assurance vie quand Sarah est morte, alors que lutter chaque jour pour survivre. Mais aujourd'hui, en regardant mon fils de 8 ans remuer son chocolat chaud en silence, avec cette expression confuse encore gravée sur son visage, j'ai enfin compris la vérité. Ils ne me considéraient pas comme un membre de leur famille. Ils me voyaient comme une source de revenus. Et mon fils n'était qu'un obstacle gênant entre eux et mon argent. « Papa, » dit Tyler à voix basse, interrompant mes pensées. « Pourquoi cousin Jake a-t-il dit ça ?» Je pris une profonde inspiration. Comment expliquer que mon frère, probablement ivre après le repas de Noël que j'avais aidé à payer, avait rempli la tête de son fils de 9 ans de pur venin? Comment dire que la famille qui était censée le protéger le considérait comme un poids mort? Parfois, les gens disent des choses méchantes quand ils sont en colère ou confus, murmurai-je en passant ma main dans ses cheveux. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tyler acquiesça, mais je vis le doute s'installer. Cette petite graine d'insécurité qui allait grandir et se transformer en blessure ouverte si je ne faisais rien. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Kevin. « Salut, petit frère », sa voix était pâteuse, confirmant mes soupçons sur l'alcool. « Ne sois pas fâché contre Jake, d'accord? Les enfants disent n'importe quoi. Mais sérieusement, j'ai besoin de te parler d'une affaire. » Jennifer s'inquiète pour les factures de janvier. « C'est Noël, Kevin. » Je sais. Mais tu sais comment c'est. Les fêtes coûtent cher, et avec Jake qui grandit, les dépenses ne font qu'augmenter. On se disait que tu pourrais peut-être nous aider un peu plus. Juste jusqu'en mars. Promis. Juste jusqu'en mars. Comme le « juste jusqu'à ce que je me remette sur pied » de papa, qui durait déjà depuis 2 ans. Comme le « juste jusqu'à ce que la situation s'améliore » de Jennifer, qui se renouvelait chaque mois. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Ah, super. Je savais que je pouvais compter sur toi. Jennifer va être soulagée. Et, mec, désolé pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais comment c'est la famille, non? Parfois, on dit des choses sans réfléchir. J'ai raccroché sans dire au revoir. La famille. Ils adoraient utiliser ce mot quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais où était la famille quand mon fils a été humilié devant tout le monde? Où était-elle quand Tyler avait besoin de soutien, d'amour, de protection? Je me suis assis sur le canapé à côté de lui et j'ai commencé à rassembler les pièces que j'avais ignorées pendant si longtemps. Les commentaires subtils sur le fait que Tyler ne ressemblait pas à sa famille. Les blagues sur le fait qu'il était trop calme, trop sensible. La façon dont il trouvait toujours des excuses pour ne pas l'inclure dans les activités de ses cousins. Il tolérait mon fils parce qu'il me tolérait. Et il me tolérait parce que je payais leurs factures.
J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert le tableur que je tenais religieusement. 3 ans de virements, de paiements, de prêts, qui n'ont jamais été remboursés. Le total m'a rendu malade. 23 460 $. 23 000 $ que j'aurais pu utiliser pour offrir une vie meilleure à mon fils. Pour créer un fonds d'éducation. Pour l'emmener en vacances comme il le méritait. Pour acheter la maison avec jardin qu'il avait toujours demandé. Au lieu de cela, j'ai financé l'arrogance de personnes qui voyaient ma générosité comme une faiblesse et mon deuil comme une opportunité. Tyler s'est endormi sur le canapé pendant que nous regardions des dessins animés. Je l'ai porté dans sa chambre et l'ai couché dans son lit, ajustant la couverture autour de ses petites épaules. Dans l'obscurité, il semblait encore plus fragile, plus vulnérable. Je suis retourné dans le salon et mon téléphone était rempli de messages. Jennifer, Kevin m'a dit que vous aviez discuté. Tu es un ange, Matt. Sans toi, je ne sais pas ce que nous deviendrions. Maman, j'espère que tu n'as pas été vexée par la blague de Jake. Les enfants, n'est-ce pas? Bisous. Papa, fiston, tu peux faire le virement aujourd'hui? La banque ferme lundi matin pour maintenance et je ne veux pas de retard. J'ai lu chaque message 3 fois. La désinvolture avec laquelle il traitait ce qui s'était passé. La facilité avec laquelle il minimisait la douleur de mon fils. Le culot de me réclamer de l'argent quelques heures après avoir humilié ma famille. Il pensait vraiment que j'allais tout avaler sans rien dire, comme je l'avais toujours fait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il s'en était pris à Tyler. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à passer en revue tous les prélèvements automatiques, tous les débits programmés, tous les engagements financiers que j'avais pris envers eux au fil des ans. Ils ne le savaient pas encore, mais la banque personnelle de la famille était sur le point de subir un audit complet. Et quand j'aurais fini d'analyser chaque centime, chaque promesse non tenue, chaque moment de manque de respect déguisé en plaisanterie innocente, ils découvriraient que s'en prendre à mon fils avait été l'erreur la plus coûteuse de leur vie. Tyler s'est agité dans sa chambre, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Je me suis approché et l'ai trouvé souriant, plongé dans un rêve agréable. Mon petit garçon fort, qui ne méritait pas de porter les blessures qu'une famille toxique essayait de lui infliger. Je suis retourné à mon ordinateur portable avec une idée très claire de ce que je devais faire. Ce ne serait pas de la vengeance. Ce serait de la justice. Et de l'éducation. Parce qu'ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre une vraie famille et des parasites avec un ADN commun. Le lundi est arrivé avec une avalanche de messages. Kevin, Matt, mon frère, j'ai besoin de 500 $ de toute urgence. Jennifer est à nouveau enceinte et le médecin veut faire des examens coûteux. Jennifer, salut beau-frère. Bonne année. Tu pourrais m'aider avec 1000 $? Jake veut rejoindre l'équipe de baseball et les frais d'inscription expirent aujourd'hui. Papa, fils, la banque a appelé. Le virement n'a pas été effectué. Tu peux régler ça aujourd'hui? Il menace de saisir la maison. Maman, Matt, chérie, tu as oublié d'envoyer l'argent à ton père? Il est très nerveux. Tu sais combien son cœur est fragile. 8 messages avant 9 h du matin. Comme si rien ne s'était passé à Noël. Comme si mon fils n'avait pas été humilié devant toute la famille 48 heures plus tôt. Tyler prenait son petit déjeuner, remuant ses céréales dans son lait sans grand appétit. Depuis dimanche, il était plus calme, plus introspectif. Il m'avait demandé 3 fois si tout allait bien entre nous, s'il avait fait quelque chose de mal. Papa, dit-il doucement, est-ce que cousin Jake viendra à la maison un jour? Cette question m'a brisé le cœur. Mon fils de 8 ans, essayant de comprendre pourquoi son cousin du même âge l'avait traité de cette façon, espérant encore que les choses puissent s'arranger. Je ne sais pas, mon grand, ai-je répondu en lui caressant les cheveux. Cela dépend du comportement des gens. Mon téléphone a sonné. Kevin, bien sûr. Matt, mec, tu n'as pas répondu à mes messages. Je suis désespéré. Jennifer saigne un peu et le médecin veut faire une échographie aujourd'hui. Tu peux faire un virement PIX maintenant? Kevin, à propos de ce qui s'est passé à Noël. Ah, ça? Oublie ça, mon frère. Jake est un enfant, il dit n'importe quoi. Mais là, c'est sérieux, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui. 500 $. Tu le fais ou pas? 500 $. Comme si c'était de la petite monnaie. Comme si j'étais un distributeur automatique fonctionnant 24 heures sur 24 pour son confort. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Y réfléchir? Matt, c'est ma femme qui est enceinte. C'est ton neveu qui est en danger. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, Jennifer m'a appelé en pleurant. Matt, Kevin m'a dit que tu ne voulais pas aider. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est ton propre fils.
Mon propre fils. C'est drôle comme ils se souvenaient toujours des liens familiaux quand ils avaient besoin d'argent, mais les oubliaient complètement quand il s'agissait de respecter mon fils. Jennifer, parlons de ce que Jake a dit dimanche. Ça? Matt, je t'en prie. C'était une blague d'enfant. Tu dramatises trop. Écoute, je te promets que je vais lui parler, d'accord? Mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. Je te promets que c'est la dernière fois. La dernière fois. La même promesse qu'elle me faisait chaque mois depuis 8 mois. J'ai raccroché à nouveau. C'est alors que mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis longtemps. Grand-mère Ruth. Matthew, mon chéri, sa voix était chaleureuse et familière. Comment allez-vous, toi et Tyler? Grand-mère Ruth était la mère de ma mère, mais elle s'était disputée il y a des années à cause d'une histoire d'argent. Ironiquement, maman se plaignait toujours que grand-mère était trop contrôlante avec les finances de la famille. Nous allons bien, grand-mère. Comment avez-vous su que j'avais besoin d'entendre votre voix aujourd'hui? Elle a ri, ce rire rauque de quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans et qui a arrêté à 70 ans. L'intuition d'une vieille femme, mon cher. Et aussi parce que j'ai reçu un appel très intéressant de ta mère hier. Elle m'a dit que tu traversais une période difficile et que je pourrais peut-être te parler. Mon sang s'est glacé. Elle vous a demandé de me convaincre de continuer à subvenir aux besoins de tout le monde pendant qu'il te marche dessus, toi et mon arrière-petit-fils? C'est exactement ce qu'elle m'a demandé. Le soulagement d'avoir quelqu'un qui voyait clairement la situation était immense. Grand-mère, je ne sais plus quoi faire. Je sais exactement ce que tu dois faire, Matthew. Tu dois cesser d'être une banque et redevenir un homme. Viens chez moi cet après-midi. Amène Tyler. J'ai quelque chose à vous montrer. 2 heures plus tard, je roulais sur la route de campagne qui menait à la maison de grand-mère Ruth. Tyler dormait sur la banquette arrière, encore épuisé émotionnellement par les événements du week-end. Sa maison était une vieille construction en bois, avec une grande véranda et un jardin bien entretenu. Grand-mère Ruth nous attendait à la porte, toute vêtue de noir comme d'habitude, ses cheveux blancs attachés en un chignon parfait. « Mon beau petit-fils !» s'écria-t-elle lorsque Tyler sortit de la voiture, le visage s'illuminant pour la première fois depuis des jours. À l'intérieur de la maison, elle nous servit du chocolat chaud et des biscuits faits maison. Tyler lui a parlé de l'école, des dessins qu'il faisait, du livre qu'il lisait. Grand-mère Ruth l'écoutait avec toute l'attention du monde, lui posant des questions, riant de ses blagues. Après que Tyler soit parti jouer avec les chats dans le jardin, elle m'a emmené dans son bureau. « Assieds-toi là, Matthew », m'a-t-elle dit en me montrant un fauteuil en cuir. Parlons de cette situation. Pendant 1 heure, je lui ai tout raconté. Chaque centime que je leur avais donné. Chaque urgence inventée. Chaque promesse non tenue. Chaque fois qu'ils avaient minimisé mes inquiétudes ou ignoré les besoins de Tyler. Elle a écouté en silence, hochant simplement la tête à certains moments. « Matthew, dit-elle finalement, connaissez-vous l'histoire de mon mariage avec votre grand-père? » Je secouai la tête. Je l'ai épousé en 1952. Il était mécanicien, j'étais enseignante. Au cours des premières années, sa famille me traitait comme une intruse. Il disait que je n'étais pas assez bien, que je n'en avais qu'après son argent. Mes grands-pères n'avaient pas d'argent. Exactement. Mais moi, j'en avais. L'héritage de mon père. Et devine qui venait chaque semaine me demander des prêts? La même famille qui me méprisait en public. Qu'avez-vous fait? Elle sourit, un sourire qui me rappela d'où je tenais mon entêtement. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. D'un seul coup. Sans avertissement, sans explication. Et tu sais ce qui s'est passé? 6 mois plus tard, il me suppliait de faire la paix. Pas par amour, Matthew. Par nécessité. Et après? Après, j'ai établi des règles. Ceux qui voulaient mon aide devaient me traiter avec respect. Ceux qui voulaient mon argent devaient prouver qu'ils le méritaient. Et tu sais combien de fois j'ai dû prêter de l'argent pour de vraies urgences après ça? Combien? 0. Parce que quand les gens savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler, ils arrêtent de créer de fausses urgences. Tyler est revenu du jardin avec l'un des chats dans les bras, souriant jusqu'aux oreilles. « Grand-mère Ruth, je peux ramener Garfield à la maison. »« Garfield vit ici, mon chéri. Mais tu peux lui rendre visite quand tu veux. » Elle m'a regardé avec un air sérieux. « Matthew, tu as 2 options. Continuer à être un paillasson et apprendre à Tyler que c'est ainsi que se comportent les vrais hommes. Ou lui montrer que la dignité ne se négocie pas. » Sur le chemin du retour, Tyler m'a demandé « Papa, pourquoi grand-mère Ruth est-elle différente de grand-père et grand-mère? » Comment ça, mon champion? Elle m'écoute vraiment. Et elle ne regarde pas son téléphone pendant que je parle.
Ce soir-là, après avoir couché Tyler, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. 23 messages sans réponse de divers membres de la famille. Tous me réclamant, exigeant, menaçant. Le dernier était de papa. « Matthew, si tu ne transfères pas l'argent demain, nous allons perdre la maison. C'est ce que tu veux? Laisser tes parents à la rue ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à taper ma réponse. À compter d'aujourd'hui, tous les prêts et aides financières sont annulés. Ceux qui veulent me parler de ce qui s'est passé à Noël avec Tyler peuvent m'appeler. Ceux qui veulent parler d'argent peuvent s'adresser à une banque. J'ai envoyé le même message à tout le monde. En 5 minutes, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai éteint et mis en mode silencieux. Pour la première fois en 3 ans, j'ai dormi sans cette boule au ventre que l'on ressent lorsqu'on porte le poids financier de personnes qui ne montrent aucune gratitude. Il ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir la différence entre un fils désespéré d'être approuvé et un père déterminé à protéger son fils des personnes toxiques. Et que s'est-il passé lorsqu'ils ont réalisé que la banque personnelle de la famille avait fermé ses portes pour toujours? Eh bien, cela a complètement changé la donne. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 27 appels manqués. 27. Papa avait appelé 15 fois entre minuit et 5 heures du matin. Kevin 9 fois. Jennifer 3 fois. Même ma tante Louise, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, avait essayé de m'appeler. J'ai préparé le petit déjeuner de Tyler dans un silence absolu, ignorant chaque notification qui arrivait. Mon fils a mangé ses céréales en observant mon visage, essayant de déchiffrer mon humeur. « Papa, tu vas bien ? » ?»« Je vais très bien, champion. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Et c'était vrai. Pour la première fois en 3 ans, je me suis réveillé sans cette sensation de terreur au creux de l'estomac. Sans me demander qui allait m'appeler aujourd'hui pour me supplier de lui donner de l'argent. Sans porter le poids de subvenir aux besoins d'adultes qui se comportaient comme des parasites. À 8 heures du matin, Jennifer s'est présentée à ma porte. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient en bataille, elle était encore en peignoir. J'ai vu sa voiture garée de travers sur mon trottoir, comme si elle avait freiné brusquement. « Matt, pour l'amour de Dieu, réponds au téléphone », a-t-elle crié dès que j'ai ouvert la porte. Kevin est désespéré. Papa a mal à la poitrine. Tu ne peux pas nous faire ça. Jennifer, il est 8 heures du matin. Je sais qu'il est heure. A-t-elle hurlé, et j'ai vu Tyler apparaître derrière moi, serrant son ours en peluche dans ses bras. Tu dois mettre fin à cette folie immédiatement. Transfère l'argent à papa. Kevin doit payer le médecin aujourd'hui. Tu ne peux pas simplement nous abandonner comme ça. Je l'ai regardé longuement. Jennifer, qui avait conduit jusqu'ici à 8 heures du matin en peignoir pour me réclamer de l'argent. Jennifer, qui était plus désespérée par les virements bancaires que préoccupée par le bien-être de son propre fils après qu'il ait humilié un enfant de 8 ans. Jennifer, tu es venue ici pour t'excuser de ce que Jake a dit dimanche. Elle a cligné des yeux, perplexe. Comme si la question n'avait aucun sens. Matt, oublie ces bêtises. Les enfants disent n'importe quoi. L'important maintenant, c'est de régler la situation financière. Papa risque de perdre la maison aujourd'hui si tu ne transfères pas l'argent. Je comprends. Je lui ai claqué la porte au nez. Elle a crié pendant encore 10 minutes à l'extérieur, frappant la porte, jusqu'à ce qu'une voisine menace d'appeler la police. Je l'ai entendu démarrer en trombe, probablement en faisant crisser ses pneus. Tyler m'a regardé avec des yeux écarquillés. « Papa, pourquoi tante Jennifer criait-elle ? Parce que certaines personnes ne savent communiquer que de cette manière lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Champion. » 2 heures plus tard, Kevin est arrivé. Cette fois, il était accompagné de Jake. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mon frère tenant son fils de 9 ans par l'épaule, comme s'il voulait l'utiliser comme bouclier humain. « Vas-y, Jake », a dit Kevin en poussant le garçon vers l'avant. « Dis à oncle Matt ce qu'on a répété. » Jake m'a regardé d'un air renfrogné, clairement contrarié d'être là. « Je suis désolé d'avoir traité Tyler de salaud », a-t-il marmonné sans aucune sincérité. « Je peux entrer et jouer à la console maintenant ?» Kevin a souri, comme si nous venions d'assister à un moment de profonde maturité émotionnelle. « Voilà, Matt. » Jake s'est excusé. « Maintenant, réglons la situation entre adultes. Jennifer m'a dit que tu faisais tout un drame à cause d'une plaisanterie d'enfant. J'ai besoin de 1500 $ aujourd'hui. Jennifer a besoin de 5 cents de plus. Et papa. Mec, papa risque vraiment de perdre la maison. » Je regardais Jake, qui se balançait d'un pied sur l'autre, visiblement ennuyé. Je regardais Kevin, qui avait le culot de se présenter à ma porte pour me réclamer 2000 $ après avoir utilisé son propre fils pour fabriquer de toutes pièces des excuses bidons. « Jake », dis-je en m'accroupissant pour me mettre à sa hauteur.
Tu sais pourquoi tu t'excuses? Il haussa les épaules. Papa a dit que tu étais en colère. Et tu comprends pourquoi j'étais en colère? Je ne sais pas. Tu es toujours en colère pour des broutilles. Kevin a ri, comme si c'était adorable. Les enfants, n'est-ce pas? Ils disent la vérité sans filtre. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Kevin n'essayait pas d'enseigner à son fils l'empathie ou le respect. Il essayait de manipuler la situation pour obtenir de l'argent. Les « excuses » n'étaient qu'une formalité bureaucratique qu'il devait accomplir pour revenir au statu quo. « Kevin », dis-je en me levantant. « Jake ne sait pas pourquoi il s'excuse, car tu ne lui as pas expliqué pourquoi c'était mal. Tu ne lui as pas dit que blesser les autres était inacceptable. Tu lui as dit de venir ici et de prononcer quelques mots magiques pour que l'oncle Matt redevienne la banque de la famille. Matt, mec, ne complique pas les choses. Jake est un enfant, il apprendra avec le temps. L'important maintenant, c'est que vous n'aurez plus un centime de ma part. Ni aujourd'hui, ni jamais. » Le sourire de Kevin s'est effacé. « Matt, tu ne peux pas être sérieux. Je suis aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Papa va perdre la maison. » Papa a 72 ans, Kevin. Il a eu toute sa vie pour se préparer à la retraite. Le fait qu'il ne se soit pas préparé n'est pas mon problème. Et Jennifer? Elle est enceinte. Jennifer a un mari. C'est à lui de couvrir les urgences. Et moi? Matt, je suis ton frère. Tu es un homme de 34 ans qui apprend à son fils à manquer de respect aux enfants orphelins, puis qui utilise ce même fils pour manipuler la famille afin d'obtenir de l'argent. Tu n'es pas mon frère. Tu es un étranger qui partage mon ADN. Kevin rougit. Jake se mit à pleurer, sentant la tension dans l'air. Tu vas le regretter, Matt. Quand papa aura une crise cardiaque à cause du stress, quand Jennifer perdra son bébé à cause de l'inquiétude, quand mon fils grandira sans école privée, tu le regretteras. La seule chose que je regretterai, c'est de ne pas l'avoir fait il y a 3 ans. Ils sont partis. Kevin a mis Jake dans la voiture avec plus de force que nécessaire, jurant à voix basse en démarrant. Cet après-midi-là, j'ai appelé grand-mère Ruth. Comment s'est passée ta première matinée de liberté, Matthew? Je lui ai parlé de Jennifer, de Kevin, de Jake utilisé comme marionnette pour une fausse excuse. Et comment t'es-tu senti en refusant l'argent? Comme si j'avais retiré un sac à dos de 50 kilos de mon dos. Elle a ri. Parfait. Maintenant, vient la partie intéressante. Ils vont essayer de te briser psychologiquement avant d'accepter que la banque est fermée. Si tu aimes ce parcours de transformation, abonne-toi à la chaîne, car ce qui t'attend sera un cours magistral sur la manipulation familiale démasquée. Que voulez-vous dire? Matthew, tu penses que c'est une coïncidence si ta mère m'a appelé hier? Tu penses qu'ils n'ont pas un plan pour te faire changer d'avis? J'ai senti un frisson me parcourir le ventre. Quel genre de plan? Le genre qui implique Tyler. Le genre qui va essayer d'utiliser votre fil comme levier émotionnel pour vous forcer à redevenir leur pourvoyeur. Ce soir-là, après avoir couché Tyler, je me suis assis sur le canapé et j'ai repassé mentalement les 3 dernières années. Chaque urgence soudaine. Chaque crise qui survenait juste au moment où je commençais à mettre de l'argent de côté pour moi et Tyler. Chaque fois qu'il me faisait culpabiliser d'avoir la chance d'avoir une assurance vie, alors qu'eux luttaient pour survivre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Un audit complet de tous les virements que je leur avais faits. Pas seulement les montants, mais aussi les dates, les justifications, les schémas. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. En 3 ans, je leur avais transféré 23 460 $. Mais ce n'était pas seulement le montant. C'était le timing. Chaque urgence de Jennifer survenait exactement 1 semaine après que mon salaire ait été versé sur mon compte. Chaque crise de santé de papa coïncidait avec les périodes de l'année où je recevais des primes au travail. Il ne vivait pas d'urgence. Il me surveillait financièrement et inventait des crises pour me soutirer le plus d'argent possible. Et la cerise sur le gâteau? Pendant que je finançais leurs difficultés, Kevin publiait des photos de dîners coûteux sur Facebook. Jennifer exhibait des sacs à main de marque sur Instagram. Papa s'était inscrit dans un club de golf haut de gamme. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens avec mon argent. Et quand l'argent venait à manquer, ils inventaient une nouvelle urgence pour me soutirer davantage. Tyler s'est agité dans sa chambre, marmonnant quelque chose dans son sommeil. Je me suis approché et l'ai trouvé souriant, plongé dans un beau rêve. Mon fils dormait paisiblement tandis que je réalisais enfin à quel point ma famille m'utilisait. Et l'utilisait, par ricochet. Je suis retourné à mon ordinateur portable avec une idée très claire de ce que je devais faire.
Il ne s'agirait pas seulement de couper les vivres. Il s'agirait de dévoiler tout le stratagème. Parce qu'ils avaient raison sur un point. J'avais effectivement des ressources qu'ils ignoraient. Des ressources qui allaient au-delà de l'argent. Et s'ils pensaient pouvoir utiliser Tyler comme levier pour me briser psychologiquement, ils allaient bientôt découvrir que s'en prendre à mon fils était la plus grande erreur stratégique de leur vie. La guerre n'avait même pas encore commencé. Le mercredi matin, la tempête a finalement éclaté. Je me suis réveillé au son de quelqu'un qui frappait à ma porte à 6h30 du matin. Ce n'était pas Jennifer cette fois-ci. C'était papa. Matthew. Ouvre cette porte immédiatement. Tyler s'est réveillé effrayé dans sa chambre. Je suis d'abord allé le calmer, lui disant que c'était juste grand-père qui était nerveux à cause de choses d'adultes et que tout irait bien. Reste dans ta chambre, champion. Papa va régler ça rapidement. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé mon père, le visage rouge de colère, tenant une enveloppe froissée dans sa main. Qu'est-ce que c'est que Cédia ? A-t-il hurlé en agitant le papier devant mon visage. C'était un avis de saisie hypothécaire. La banque reprenait la maison parce que les mensualités de décembre et janvier n'avaient pas été payées. C'est exactement ce que ça semble être. Papa. Tu as dit que tu transférerais l'argent. Non, j'ai dit que tu aurais ce que tu méritais. Et c'est ce que tu mérites. Il est devenu violet de rage. Espèce de salaud. Tu vas laisser tes propres parents à la rue? Tu as laissé mon fils être humilié à ta table et tu as ri de la situation. Alors oui, je vais les laisser. C'était juste une blague. Pour toi, peut-être. Pour Tyler, cela a confirmé que la famille qui, selon lui, l'aimait, le considérait en réalité comme un fardeau. Papa a essayé d'entrer de force chez moi. Je lui ai claqué la porte au nez et j'ai appelé la police. 20 minutes plus tard, 2 policiers l'emmenaient pour trouble à l'ordre public et tentative d'effraction. À 10h du matin, Kevin a appelé. Matt, mec, c'est quoi ce bordel? Papa a été arrêté? Kevin, je vais t'expliquer les choses très calmement. Vous trois, vous avez passé les 3 dernières années à m'utiliser comme banque personnelle tout en traitant mon fils comme de la merde. C'est fini. Pour toujours. Matt, écoute. Non, Kevin. Écoute-moi. Hier soir, j'ai passé en revue tous les virements que je vous ai faits. 23 460 $ en 3 ans. Pendant ce temps, tu publiais des photos de restaurants chers sur Facebook. Jennifer exhibait des sacs de marque sur Instagram. Papa s'est inscrit dans un club de golf. Silence de l'autre côté. Vous ne traversiez pas des situations d'urgence. Vous me raquettez pour maintenir un niveau de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Matt, ce n'est pas comme ça. Kevin, toutes les urgences de Jennifer survenaient une semaine après que j'avais touché mon salaire. Toutes les crises de santé de papa coïncidaient avec les périodes où je recevais des primes. Vous me surveilliez financièrement. Un autre long silence. Et vous savez ce que j'ai découvert d'autre? Que vous publiez ces photos de luxe le jour même où vous m'envoyiez des messages pour me supplier de vous donner de l'argent pour des urgences. Matt. J'ai des captures d'écran de tout, Kevin. De l'Instagram de Jennifer montrant le sac à main à 2000 $ qu'elle a acheté le jour même où elle m'a emprunté 500 $ pour une urgence médicale. De ton Facebook montrant le dîner à 150 $ la semaine même où tu as dit que Jake n'avait rien à manger. Kevin a raccroché. À 2h de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère Ruth. Matthew, ta mère vient de m'appeler. Que voulait-elle? Elle voulait que je te parle de pardonner à la famille et de penser à Tyler, qui a besoin de ses grands-parents. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit qu'elle avait eu 3 ans pour penser à Tyler et qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Maintenant, c'est trop tard. Il y a autre chose, grand-mère. Ils ne vont pas abandonner simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent. Je sais, mon chéri. C'est pour cela que je t'appelle. Ta mère a mentionné qu'ils envisageaient, comme elle l'a dit, de prendre des mesures légales pour protéger Tyler. Mon sang s'est glacé. Quel genre de mesures juridiques? Ils veulent prétendre que tu es négligent en coupant le soutien financier à la famille. Que Tyler souffre parce que tu punis toute la famille pour une blague innocente. Ils veulent essayer de te retirer la garde de Tyler. C'est exactement ce qu'ils veulent, Matthew. J'ai ressenti une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Ils pensaient vraiment pouvoir humilier mon fils, puis utiliser le système judiciaire pour me l'enlever lorsque j'ai cessé de financer leur mode de vie. Grand-mère, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi ce dont tu as besoin. Connais-tu un bon avocat? Je connais le meilleur de la région, et il me doit quelques faveurs. À 5h de l'après-midi, j'étais dans le bureau de Robert Chen,
un avocat spécialisé dans le droit de la famille que grand-mère Ruth connaissait depuis 20 ans. « Matthew, dit-il après avoir écouté toute l'histoire, ils n'ont aucun argument valable. Tu as un emploi stable, un logement convenable, tu subviens à tous les besoins de Tyler. Le fait que tu aies cessé de donner de l'argent à des parents adultes ne constitue pas une négligence. Mais ils vont quand même essayer? Probablement. Les gens désespérés font des choses désespérées. Mais j'ai une meilleure idée. Il s'est penché sur la table. Et si nous engagions une action contre eux en premier? Comment ça? Extorsion familiale. Harcèlement. Tentative d'aliénation parentale. Tout est bien documenté avec vos virements bancaires, vos messages et l'incident de dimanche. Est-ce possible? Matthew, vous avez 3 ans de preuve d'un stratagème coordonné visant à vous soutirer de l'argent par le chantage émotionnel. Et maintenant, il menace d'utiliser votre fille comme arme pour continuer à vous extorquer. Ce n'est pas seulement possible, c'est une évidence. Ce soir-là, après avoir couché Tyler, je me suis assis dans la cuisine avec une tasse de café et le contrat que Robert Chen avait préparé. Il ne s'agissait pas seulement de me défendre. Il s'agissait d'envoyer un message clair. S'en prendre à mon fils aurait des conséquences juridiques et financières dévastatrices. J'ai signé les papiers. Le lendemain matin, un huissier de justice a remis des notifications à mes parents, Kevin et Jennifer. Tous étaient poursuivis simultanément pour extorsion familiale, harcèlement et tentative d'aliénation parentale. Le montant des dommages-intérêts demandés? Exactement 23 460 $. Chaque centime qu'il m'avait extorqué au cours des 3 dernières années. Mon téléphone a explosé d'appels. Personne ne réclamait plus d'argent. Maintenant, il suppliait de régler tout cela en famille. Mais il était trop tard pour les résolutions familiales. Ils avaient humilié un enfant de 8 ans, puis tenté d'utiliser cet enfant comme une arme pour continuer à m'exploiter. Ils allaient maintenant découvrir qu'il y a une différence entre un homme désespéré d'obtenir l'approbation de sa famille et un père prêt à tout pour protéger son enfant. Et si vous pensez que cette histoire de manipulation familiale ne peut pas devenir encore plus intense, abonnez-vous à la chaîne. Car ce qui s'est passé lorsqu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus affaire aux « gentils maths » a été une véritable leçon dont ils ne se souviendront jamais. La véritable guerre ne faisait que commencer. Et cette fois, je ne me battais pas seul. 6 mois plus tard, la tempête était complètement passée. Le procès que nous avons intenté contre eux s'est soldé par une victoire écrasante. Kevin a été condamné à payer 15 000 $ de dommages et intérêts. Jennifer a dû rembourser les 8 500 $ qu'elle avait empruntés au fil des ans. Papa et maman ont perdu leur maison, exactement comme je l'avais prédit. Mais la véritable victoire n'était pas l'argent. Tyler s'épanouissait. Sans la toxicité constante de sa famille, il était devenu plus confiant, plus souriant. Il a commencé à poser des questions sur sa mère, sur notre histoire commune. Des questions qu'il ne posait jamais lorsqu'il cherchait à être accepté par des gens qui le considéraient comme un fardeau. « Papa, m'a-t-il dit un matin, merci de m'avoir protégé de ces méchants. » Un enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à remercier quelqu'un pour une protection élémentaire. Mais le fait qu'il reconnaisse la différence m'a montré que j'avais pris la bonne décision. Grand-mère Ruth est devenue notre vraie famille. Tous les dimanches, Tyler et moi déjeunons chez elle. Elle lui apprend à jouer aux échecs et lui raconte des histoires sur la façon de faire face aux personnes qui essaient de vous rabaisser. La force, ce n'est pas crier plus fort, a-t-elle dit à Tyler la semaine dernière. C'est savoir quand parler et quand agir. Kevin a tenté de se réconcilier à 3 reprises. Toujours selon le même schéma, des excuses creuses suivies de demandes subtiles d'argent. La dernière fois, il a de nouveau amené Jake avec lui, essayant d'utiliser la même stratégie émotionnelle. Jake veut mieux connaître son cousin Tyler, a-t-il dit. Jake a eu sa chance, ai-je répondu. Et tu lui as appris à la gâcher. Jennifer a déménagé dans un autre état après le divorce. Apparemment, être mariée à un homme poursuivi pour extorsion familiale n'était pas le style de vie qu'elle voulait afficher sur Instagram. Mes parents, ils vivent dans un petit appartement, financé par la sécurité sociale. Papa a trouvé un emploi à temps partiel à 72 ans. Maman a dû résilier son abonnement au club de golf. Ils m'ont envoyé une carte de Noël. Ils n'ont pas demandé d'argent. Ils ont simplement écrit « Tu nous manques ». Manquer quelqu'un, ce n'est pas la même chose que regretter. Manquer, c'est perdre une ressource. Regretter, ce serait reconnaître qu'ils ont maltraité un enfant innocent. Tyler a ouvert un compte d'épargne avec l'argent que nous avons récupéré dans le cadre du procès. Pour l'université, a-t-il dit fièrement. J'ai ouvert un autre compte. Pour la thérapie, pour les voyages, pour les expériences qui créent des souvenirs positifs. Pour tout ce dont un enfant a besoin en plus de l'argent.
La leçon la plus importante que j'ai apprise, la famille, ce n'est pas une question d'ADN. C'est ceux qui sont là quand vous en avez besoin et qui protègent vos enfants quand ils sont vulnérables. Tyler a une famille maintenant. Petite, mais réelle. Grand-mère Ruth, qui l'aime inconditionnellement. Moi, qui le protège inconditionnellement. Et le souvenir de sa mère, qui l'aimera pour toujours. Si cette histoire de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, il faut perdre la famille dans laquelle on est né pour trouver la famille qu'on mérite. Et pour ceux qui pensent qu'être ferme avec les limites familiales est cruel, ce n'est pas le cas. La cruauté, c'est de permettre aux adultes d'utiliser les enfants comme des armes émotionnelles. Aujourd'hui, Tyler a 9 ans. Quand quelqu'un lui pose des questions sur ses grands-parents, il répond « J'ai grand-mère Ruth. C'est la meilleure grand-mère du monde. » Et quand Kevin ou Jennifer apparaissent sur ses réseaux sociaux, il demande simplement « Papa, qui sont ces personnes ?» La meilleure vengeance n'a pas été le procès. Ce fut d'élever un enfant qui ne se souvient même pas pourquoi il devrait avoir peur d'être rejeté. Debería caer la torre. Oh, le está pegando al Wilcos. Cae, cae, cae. ¡Ay, no cayó! Uf, Bueno, igual queda es una un torre caída. pedo. ¿Quieres el red? No. Voy a puedo molestar a la creer, Nafiri. Capaz que sobreextienden. Lavi está baiteando, está baiteando. Baitea, baitea, baitea. ¡Hola, mierda! Se murió perro. ¡Hala! ¡Hola, ¡Hala! mierda! ¡Hala! ¡Hala! ¡Sácame! Buena, buena, buena. ¡A la mierda! Ganamos, vamos. Era bait literal, boludo. Me comí la, Te muere, la te muere, te R. muere. Si los tuneas, tenés ulti, no te apures, no te apures. No te apures, o sea, deja que se tire si se va a tirar. Lo que pega el Twitch, literal. ¿Eso fue para baitear? Sí. Se lo ponemos en serio. Ganamos. Estoy yendo. Ganamos. ¡Pégale! ¡Hurras! Diferencia selvática le puse yo. Diferencia de IQ. Buena. No me parece bien que pegue tanto esa poronga. Es que con la Yumi pega un montón porque me potencia el daño. Muy desubicado de tu parte. Una pentakill, no. Literalmente ganó la partida solo. Tan bonita que duele. Listo, buen bite, boludo. Buen bite me tenés. Yo me comí todo, boludo. ¿Qué es las? Sí, es las. Pero me convienes a mí. ¿Siguen jugando? ¿O ¿Vamos a jugar otra? A mí hay que jugar la última y nos aspiramos. la última victoria? La última victoria. Yes. Te caga de frío. A mí. Van en racha. Sí. Literal. Y esta persona. A mí. Che, el Ender se fue a dormir y dejó el coso acá conectado. Sí. ¿Qué carajo? Siempre hace eso. Ay, Deja este la pavo no tiene compu miedo, farmeando. Sí, este pavo no tiene miedo que se le queme la compu. Si yo hacer eso, ¿sabes qué, no? ¿Ustedes apagan la compu? Yo sí. ¿Sabes qué? Se me corta la luz. Sí, acá. Yo encima acá, computadora. Amigo, yo dejar la compu prendida y parece una pava, boludo. Yo la dejo prendida justamente por eso. Ahí va. Lo Es lo saco único con que me da calefactor. calor en la noche. Está bien. Cada uno. Amigo, yo hacía eso cuando jugaba el Mu. Dejé que una semana y media prendida. No. Es que a mí es un juego que lo tenés que dejar prendido a la compu sí o sí. Ay, sí, obvio.
Había otro que era así. Creo que era el WoW, creo que también. Claro, son todos MMO. Me Linaje agarra la también. Pero mano, me mira y WoW me vos que dice, no entrabas y, no te podías- llores. y si te salía se moría tu personaje, algo así era. Había un servidor que era así. Ah, claro, un extra hardcore. No me trate bien Algo así porque que se me llama. está dando Nunca lo más jugué igual. razones. Es una locura, boludo. Aposté 500 puntovich a a que ganen. No me decepciono. Che, y la partida anterior no apostaron nada, boludo. ¿No? Que voy a apostar, perdí todo. 28k. Ay, qué mierda puedo jugar. Voy a jugar Algo de que me solitario salve. este. Las papas. Tenemos un ¿Qué G, puedes un sacar las Talon. Talon. ¿Un G? No, te baneado un G. Me lo piquearon. Lo pillaron. ¿Esto? Algo que me salve, boludo. Un Sinsao. Eso no. Xing Shao. No lo sé jugar igual, pero le mandamos mecha. Rakan. No sé si. Ya no sé, Pasa que el G te esquiva toda la Q, el otro también, la ulti. A ver, lo que es